Émerveillé, ébahi, en joie, grandiose, historique, les qualificatifs accompagnant la réouverture de Notre-Dame de Paris sont à la hauteur du moment, de la beauté retrouvée de cette mère des cathédrales, du navire amiral de la flotte ecclésiale, de l'église mère du pays, de l'âme de la France. Bonjour Jean Vandamme. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Les descriptifs ont été ces derniers jours un vrai feu d'artifice. Quels sont les qualificatifs, que vous retiendrez, que vous employerez pour parler de Notre-Dame et de sa réouverture? Elle est encore plus belle qu'avant. Elle a retrouvé la blondeur de la pierre qui avait disparu au cours des siècles. Et je pense que le dernier nettoyage date de la fin du 19e siècle. Vous dites la blondeur, hein? Oui. C'est pas la blancheur, c'est la blondeur. Blondeur des pierres. Parce que c'est une pierre, c'est du lutétien, hein. Donc c'est une pierre calcaire qui vient de carrières pas très loin de Paris. Et le terrain de Paris est pareil, hein. C'est comme ça qu'on peut faire des métros et puis des sous-sols. C'est pour ça qu'il y a des catacombes, hein. C'est assez favorable. Et c'est une pierre qui se travaille bien. Alors si vous êtes là, Jean Vandamme, c'est parce que... Alors vous êtes le président des Amis de la cathédrale de la Treille. De la Treille, mais... Vous êtes aussi guide de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où vous officiez depuis... Plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, à travers une association bien particulière qui s'appelle CASA. Un mot sur l'association ? Communauté d'accueil dans les sites artistiques, qui est née en 67 et j'ai intégré en 1974, c'est-à-dire il y a un demi-siècle. En 1974. Franchement, en avril 2019, quand vous avez vu, comme tout le monde, les flammes, le bâtiment, la flèche qui s'effondrait, est-ce que vous auriez imaginé la possibilité qu'aussi rapidement on puisse la réouvrir ? Non. Franchement, non. Quand le président de la République a annoncé que la reconstruction se fera en 5 ans, personne n'y croyait. Il a mis les moyens, notamment en créant cet établissement public qui a été dirigé de main de maître par le général Georges Lain. Il fallait une personnalité comme lui. Mais son successeur, Philippe Jost, disait qu'il faut 2 ingrédients pour qu'un chantier soit bien mené. C'est les finances et la motivation. Et effectivement, les deux y étaient. Et c'est pour ça qu'en 5 ans et demi, on peut rouvrir. Alors si on prend un peu de recul, est-ce qu'il est déjà arrivé dans l'histoire de Notre-Dame de Paris de tels accidents, de tels drames ? Ah oui, il y a eu des incendies. Ça, malheureusement, c'est le lot de presque tous les édifices. Et souvent, c'est la charpente qui prend. Et l'objet... Enfin, au départ, les églises sont charpentées. Et on les voûte justement pour qu'en cas d'incendie, le bâtiment soit un peu protégé. Et les voûtes ont joué leur rôle, hein. Elles ont maintenu Notre-Dame. Ouais. On dit de Victor Hugo que c'est lui, finalement, qui a sauvé Notre-Dame avec... Alors, il y a le roman, oui. Notre-Dame de Paris. Mais il a écrit aussi un texte qui s'appelle « Halte aux démolisseurs ». J'ai réussi à en avoir le texte intégral, où il s'inquiétait, après la Révolution française, qu'on ait démoli tout notre patrimoine, et c'est là où le mot patrimoine commence à émerger et à prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'on a quand même le sens de conserver des éléments de notre culture. Juste parce que là, vous en parlez assez rapidement, mais tout de même, à la Révolution... on s'est attaqué à la cathédrale, la commune a fermé, la cathédrale est devenue un entrepôt, c'était plus du tout... Elle a été aussi temple de la raison, et effectivement, elle était en mauvais état. Et à tel point qu'on avait abattu la flèche autour de 1792, et on pensait la démolir. Et là, c'est grâce à ce texte, et puis après au roman de Victor Hugo, que les gens ont pris conscience que la notion de patrimoine était une notion importante. Et ensuite, on a lancé les travaux de restauration avec Jean-Baptiste Lassus et Viollet-le-Duc. Hein. Et Viollet-le-Duc qui a laissé son nom à l'histoire et à cette flèche. C'était une bonne idée de la refaire à l'identique. Ça a été très débattu, mais il est clair que si ça n'avait pas été refait à l'identique, on n'aurait pas tenu les 5 ans. Là, on a eu pas mal de conférences. On a une réunion mensuelle dans notre association pour les guides de Notre-Dame et on a eu affaire aux principaux acteurs du chantier. Et il y en a un qui nous avait dit effectivement que le président de la République avait tué le chantier, en ce sens que si on ne faisait pas l'identique, on n'aurait jamais tenu. Alors, si vous êtes là aussi, c'est pour nous apporter un peu de recul, un peu de distance. Il faut d'abord rappeler que Notre-Dame, c'est d'abord et avant tout le siège d'un évêché depuis Saint-Denis, Alors, officiellement depuis Saint-Denis. Le grand évêque sur lequel on a pas mal de renseignements, c'est Saint Marcel au 5e siècle. Et donc, c'était le saint qui était principalement vénéré dans la cathédrale jusqu'à la Révolution. Saint Marcel. Et il est représenté sur le portail droit de la façade, le trumeau. C'était l'évêché de la capitale
du royaume des Francs depuis... Oui, depuis Clovis, dit-on, mais est-ce que la France existait déjà au temps de Clovis? Ça, c'est un problème. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'imagine pas que la cathédrale de Paris était un monument mineur en France. Les deux grands monuments, c'était Saint-Denis, là où on enterrait les rois, et Reims, là où on sacrait les rois. Il y avait d'ailleurs une petite concurrence entre les deux. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce retentissement planétaire. Et ça n'est pas venu du jour au lendemain. Et pour ça, il y a quelques étapes. Notamment, il y a eu plusieurs édifices, on ne sait pas trop ce qu'il y avait avant, et il y a surtout la date de 1160 quand arrive Maurice de Sully. Là, c'est vraiment un évêque génial qui a l'idée de construire un grand monument selon la technique qui vient de naître, c'est-à-dire la gothique, mais c'est pas la première cathédrale. La première, c'est Sens, commencé en 135, Paris commencé en 160, en 163. Et c'est vraiment petit à petit que Paris prend son importance. Un exemple, l'archevêché, c'était pas à Paris, il était à Sens. L'archevêché de Sens allait jusqu'à Chartres, je sais pas si vous voyez. Et il faut attendre 1622 pour que Paris devienne un archevêché. Et le grand tournant, c'était, il y a eu un certain nombre d'événements, il y a eu les États généraux, le mariage Henri IV, qui sont passés à Notre-Dame. Louis XIII qui vous... Ah, c'est ça. Ça, c'est le vœu de Louis XIII, qui consistait à vouer la France à Marie. Et Louis XIII avait décidé que le lieu de ce vœu serait Notre-Dame. Là, c'est en 1638. Exactement. Vous êtes passé un peu vite sur le fait tout de même que... l'abbatiale de Saint-Denis d'un côté, la cathédrale de Reims de l'autre, c'était donc les deux grands lieux, finalement. Et il y a eu cette construction. Alors, certains disent que l'expression 107 ans vient de l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce qu'elle a mis 107 ans à être construite, et donc c'est devenu dans l'expression, voilà, tu vas pas mettre 107 ans. Non. Vous savez, quand tu as l'argent et qu'il y a la motivation, ça peut être beaucoup plus court. Hein. Mais en général, c'est 150 ans pour les cathédrales, y compris la Treille d'ailleurs. 150 ans. Et la Treille, est-ce qu'elle est terminée, la Treille? On estime que oui, depuis l'an 2000. Ensuite, donc, les événements marquants, Napoléon, 1804, ça aussi très important. Sacré à Notre-Dame de Paris. Mais alors, il y a une grosse différence. C'est que Napoléon a tout réhabillé la cathédrale. Il ne voulait pas être en lien avec les rois qui étaient sur la façade, les rois capétiens, mais il voulait être en lien avec Charlemagne. Et il a fait redécorer la façade, redécorer l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau qui est au Louvre, qui était fait d'ailleurs après l'événement. On ne reconnaît même pas l'édifice. Tout était camouflé, pour qu'on mette en évidence que c'est l'Empire qui est la suite du Saint-Empire romain germanique et de Charlemagne. Combien de fois vous avez fait visiter la cathédrale de Paris? Oh, ça, je n'en sais rien, des centaines de fois. Centaines de fois. Quels sont, vos coups de cœur de guide? C'est la relation avec les gens. Hein. C'est-à-dire que chaque visite est différente. En plus, on essaye d'avoir des petits groupes, de personnaliser les visites. Une visite normale, je sais d'où viennent les gens, et ça arrive parfois qu'on échange des cartes de visite. Ça m'est arrivé une fois, ils m'ont invité à manger. C'était l'époque où on faisait la visite à midi. On est resté jusqu'à 3h l'après-midi. Ah oui, carrément. Oui. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui sont rejointes, des Canadiens, des Américains, vous voyez un petit peu le monde entier. Hein. Et parmi les lieux à décrire, la rosace, les chapelles latérales, qu'est-ce qui vous, en tant que guide, vous marque particulièrement? C'est la statue de Notre-Dame, qui est quand même un peu l'élément majeur, hein. Le symbole. Comme le symbole de l'incendie, c'est vraiment la flèche qui tombe. C'est là où ça a cristallisé. C'était l'horreur absolue. L'invité d'RCF Hauts-de-France, vous l'avez compris, est Jean Vandamme, guide spécialiste de Notre-Dame de Paris et président également ici dans la région des Hauts-de-France des Amis de la cathédrale de la Treille. Ça, c'est à Lille. Vous restez avec nous. Juste un mot sur la manière dont vous avez vécu la réouverture. Vous étiez devant votre télé. Comment est-ce que... Oui, donc j'ai regardé tout ce que j'ai pu. Mais la communication est vraiment excellente. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des émissions. Il y a la revue spéciale qui sort tous les 6 mois. On est vraiment gâtés. Hein. Donc je ne suis pas encore rentré à Notre-Dame. Ce sera demain, où pendant 10 jours, il y a chaque soir une messe particulière. Demain, ce sera pour les voisins, les guides de l'association CASA, ainsi que les amis de la cathédrale de Paris. Pour continuer avec vous, Jean Vandamme, à évoquer cette cathédrale Notre-Dame de Paris, vous avez dit à l'instant, je vais y être pour la messe de réouverture avec CASA. C'est important ce que vous avez dit. Ça veut dire que les premières célébrations, les premières messes, les premières visites sont entre
guillemets, offerte à des acteurs privilégiés ? Voilà, pendant 10 jours, jusqu'au 16 décembre. Ensuite, il y aura une autre période qui va durer jusqu'au lundi de Pentecôte. Et c'est seulement après le lundi de Pentecôte que les groupes seront autorisés à visiter. Donc nous reprendrons notre activité habituelle, entre guillemets, enfin, dérompue par l'incendie, à partir du lundi de Pentecôte, pas avant. Pas avant le lundi de Pentecôte. Donc ça reste, on prend 6 mois quasiment pour fêter la réouverture. Ça fait beaucoup pour le commun des mortels qui n'a pas accès comme vous, qui n'êtes pas... Si, quand même, justement, ce sera ouvert. Ce sera ouvert. Avec une limite, c'est-à-dire qu'il faut réserver, et c'est gratuit. C'est ça, c'est gratuit, mais il faut réserver. Mais j'ai lu dans les prévisions qu'on nous annonce tout de même un petit moment de queue. Oui, parce on peut ne pas réserver, à ce moment-là, il y aura une certaine attente, effectivement. L'idée, c'est de réguler le flux. Quand vous avez vu, comme tout le monde, les images à la télévision, vous avez suivi ce qui s'est passé. On a vu les géants de ce monde. Il y avait Donald Trump, Elon Musk, il y avait des chefs d'État et de gouvernement en grand nombre. Des responsables d'église également, il y avait 170 évêques qui avaient fait le déplacement. C'est plus que Notre-Dame de Paris dont on parlait tout à l'heure, ce bâtiment qui était finalement le 3e par importance. On a changé de dimension. Complètement. Et c'était vraiment l'incendie qui a mis ça en valeur. Ma dernière visite datait du samedi avant, c'était le lundi saint, et j'ai fait une visite à des Américains. Ils m'ont envoyé un message de sympathie. C'est gentil, hein? Ouais, c'est gentil. Et le jeudi auparavant, on avait enlevé les statues en cuivre qui étaient autour, et je faisais une visite, j'ai dit aux gens, écoutez, aujourd'hui, on va voir, tant pis pour la visite, vous reviendrez, et ça a été sauvé. Donc on a pu les nettoyer et les remettre en place. Vous avez suivi à distance le travail justement de sauvegarde, de préservation, de remise en état? Oui, alors il y a eu une longue période d'analyse pour voir ce qui tenait, ce qui n'était pas. Et c'est seulement après qu'on a envisagé la restauration. Et là, bon, évidemment, il y avait le budget. Mais il y a un certain nombre d'analyses qui vont servir pour d'autres monuments. On avait quand même une enveloppe budgétaire assez extraordinaire. Et il y a eu aussi des fouilles. Et là, ça n'a pas été vain. Parce qu'on a retrouvé des restes du jubé. On ne savait pas qu'il était enterré là. Et Viollet-le-Duc avait fait aussi des fouilles, notamment pour mettre un chauffage, mais il n'avait pas fouillé à ce endroit-là. On a retrouvé environ 500 pièces. De temps en temps, c'est des petits cailloux, mais de temps en temps, on a trouvé des têtes complètes avec des éléments de polychromie. Et on a retrouvé 2 tombes. L'une, il y avait le nom, c'était le chanoine de la Porte, qui était un des grands donateurs lorsque Louis XIII avait demandé qu'on rénove le chœur. Il l'a pas fait. Ça s'est fait sous Louis XIV, fin 17e, début 18e, et un des grands donateurs est le chanoine de la Porte. Quant à l'autre, eh bien, il y a une hypothèse que ça pourrait être du Bellay. Joachim du Bellay. Et j'invite les auditeurs, auditrices qui n'auraient pas regardé ce documentaire de France Télévisions à lui jeter un œil. C'est jusqu'en juin prochain sur francetv.fr. Il y a un documentaire très bien fait. D'ailleurs, vous avez rapidement souligné tout à l'heure le bon rôle des médias finalement. Comment vous avez apprécié le fait que télévision, radio, service public, privé, tout le monde s'y s'est mis et il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait pas de distinction. Pas du tout. Donc il y avait une exposition permanente. Le parking était transformé, c'est là où il y a le mapping et également une petite exposition. Et on a surtout voulu mettre en valeur les métiers liés à la restauration. Et donc là, il y a eu une promotion. Et on a parlé des dons en argent, mais aussi eu des dons en nature, notamment des gens qui étaient très fiers de donner un chêne pour la charpente. Là, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Les dons en nature. On a eu du mal tout de même à faire la distinction entre le culturel et le cultuel ce week-end. Et je crois que c'est un débat que vous avez eu aussi dans les années 90 à Cana, entre le Cana-Cato et à Casa, le Casa-Cato et le Casa culturel. On sait même bien avant 90. Les grands débats étaient autour des années 80. Et oui. Il y en a qui estimaient qu'on aurait pu faire visiter des châteaux, pourquoi pas, mais on a eu le cas, finalement on a choisi, non, des églises. Et notre idée, c'est de présenter le monument sous tous ses aspects, et de manière identique, l'aspect historique, esthétique et spirituel. Et pas faire que du spirituel, parce qu'il y a une culture indispensable pour comprendre, mais il y a un équilibre entre les trois. Alors oui, ici, on s'est posé la question. Il y a eu jusqu'à l'extrême des gens qui disaient qu'il valait mieux fermer au culte la cathédrale et en faire un musée. Et notamment des personnalités même chrétiennes qui étaient pour cela. Bon, le choix, c'est un monument cultuel, donc l'Église en est l'affectataire et avec des droits très importants. Il y a eu un procès contre l'association dans les années 90 du syndicat professionnel des guides qui trouvait qu'on leur enlevait le pain de la bouche.
Et le procès s'est terminé, on a gagné ce procès, et l'un des arguments était justement que l'affectataire avait le droit de donner mission à des gens pour développer l'aspect spirituel. Sachant que CASA, c'est une association qui fonctionne avec des bénévoles. Entièrement. Et celles et ceux qui nous écoutent, si certains ont une fibre aussi bien de la parole que du background d'histoire, ils peuvent se rapprocher de CASA et proposer leur service. Comment ça se passe? Alors, le créneau initial, c'était 18-35 ans. Quand j'ai commencé, j'étais dans ce créneau. Évidemment, Notre-Dame, pouvoir faire des visites tous les jours, on fait pas ça avec des jeunes qui sont étudiants ou salariés. Là, la moyenne d'âge est plutôt le jeune retraité comme moi. Mais donc l'été, il y a les communautés classiques qui sont de 2 semaines et on propose aux gens plus âgés d'aller dans certains sites pour 1 semaine et on appelait ça Présence Casa. J'en ai fait 3 l'été dernier. Vézelay, le plateau d'Assy, la collégiale Saint-Martin de Colmar et l'abbaye Sainte-Marie de Souillac. Et en chaque fois 1 semaine. Il y a une dizaine de sites qui sont particulièrement pris en charge par CASA. Alors, on a une grosse quinzaine de sites, dont des sites vraiment très prestigieux comme Cathédrale de Bourges, ou alors des monuments romans, l'abbaye de Moissac, évidemment, de Souillac, l'abbaye de Conques, et puis Notre-Dame de Paris. Mais là, vous voyez, c'est vraiment à part. Hein. On est à peu près 120, rien que pour Notre-Dame. Et avant l'incendie, on assurait 10 langues. On venait d'ouvrir l'arabe. Il n'y a eu que 2-3 visites. Une anecdote, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en allant interroger l'évêque d'Arras, je me suis rendu compte qu'il y a une cloche qui s'appelle Benoît-Joseph à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Benoît-Joseph, du nom de Benoît-Joseph Labre, ce saint qui est né là à Metz. Et il se trouve que l'incendie a été éteint juste le 16 avril, le jour de la Saint-Benoît-Joseph Labre, au moment où les flammes approchaient de cette cloche et n'ont finalement pas touché cette cloche. Alors, c'est l'une des histoires, mais il y en a beaucoup finalement. Notre-Dame de Paris regorge de petites anecdotes de petites histoires. Comment est-ce qu'on lit les signes et comment est-ce qu'on les a... Il y a eu des interprétations, en disant l'incendie de Notre-Dame, c'est symbolique de la mauvaise situation de l'Église aujourd'hui. Il y en a qui sont allés jusque-là. Je crois que c'est tout à fait exagéré. Mais oui. On a parlé aussi de la civilisation qui s'effondrait. C'était quand l'incendie a eu lieu dans les jours après. Le symbole, c'était la flèche qui tombe. C'est ça, exactement. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on peut dire que la civilisation se relève? Oui, en tout cas, le bâtiment est à nouveau fonctionnel. Pour conclure, parce que le temps file, Jean Vandamme, je rappelle que vous êtes guide à la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai même dirigé le groupe Casa Notre-Dame pendant 10 ans. Et j'ai été aussi président de Casa quand j'étais jeune, entre 85 et 89. Donc, on peut dire que vous connaissez bien. Les visites sont souvent culturelles. Quelle part du spirituel? Avec quoi repartent les visiteurs? Alors, chacun est maître de sa visite. Il y a des gens qui vont plus insister sur tel ou tel point. Moi, étant mathématicien de formation, j'aime bien l'architecture. Et je trouve qu'il y a quelque chose de génial dans l'architecture de Notre-Dame, qui a toujours essayé de s'améliorer. Il y a au moins trois parties où on a repris et amélioré ce qui existait. Bon, après, il y a l'aspect sculpture qui est intéressant, notamment avec la clôture de chœur. Les vitraux, malheureusement, il n'y a que les 3 roses. C'est peut-être un peu le point faible de Notre-Dame. Mais au-delà de ça, il y en a qui font une visite, j'allais dire, presque catéchétique. Et ça, c'est pas tellement notre visée. On essaye d'être vraiment équilibré. Une dimension, je vous dis, histoire, historique, esthétique, spirituelle. Jean Vandamme, merci beaucoup d'avoir pris le temps en direct de venir répondre à ces questions. Avec plaisir.